du partage d'écran? C'est parfait, on voit. Ouais. Merci. Alors, je me lance pour un petit 30 minutes. Je suis Dr Goyer. Je suis un médecin de famille qui travaille en dépendance, en itinérance depuis 20 ans maintenant. Et j'ai le plaisir d'être la directrice scientifique de l'ESCODI, l'équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance et en itinérance. Je travaille majoritairement dans le CIUS Centre-Sud. Et voilà, donc un peu, je vous présente aujourd'hui rapidement, je n'ai pas de conflit d'intérêt, le guide qu'on a publié avec l'ESCODI il y a à peu près 1 an, qui est disponible sur notre site web. Si vous avez le temps de le scanner, allez-y, sinon je vous le redonnerai là, à la fin, petite lecture de chevet d'une petite 150aine de pages, ça se fait très bien. C'est une approche qui est présente chez nos collègues, là, surtout dans l'Ouest, aux États-Unis depuis longtemps, mais on avait très peu de documents en français. Donc, on a souhaité s'approprier cette littérature-là et commencer un premier pas vers un guide qui est un petit peu là, pour jeter les bases. Et je vous expliquerai à la fin aussi toutes les autres étapes qui s'en viennent de notre côté pour diffuser cette approche-là de façon, là, on est vraiment dans le macro, de plus en plus vers le terrain dans des approches pratico-pratiques. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'ESCODI, on est un organisme financé par le ministère de la Santé qui vise vraiment à outiller les cliniciens et les gestionnaires sur les meilleures pratiques en dépendance et en itinérance. Fait que notre mandat est vraiment pour le réseau de la santé et des services sociaux. Et on va faire un peu ce qu'il y a à faire là, pour, par exemple, quand on a commencé, il y avait beaucoup moins de guides de pratique. Donc, des fois, on faisait toute la recension de littérature, on créait ce qu'il y avait à créer au niveau d'outils cliniques. Et on fait aussi du soutien aux gestionnaires dans l'organisation des services. On a une journée annuelle qui s'en vient d'ailleurs en juin. Il reste de la place en virtuel si ça vous tente. Et on a un site Internet où on souhaite mettre tout au même endroit tous les outils que vous pourriez avoir besoin comme clinicien si vous cherchez des choses en dépendance, en itinérance. Je porte à votre attention qu'on vient de publier des fiches SPA sur les substances psychoactives pour le réseau de la santé. Donc, ce sont vraiment des bons outils éducationnels pour vos nouveaux employés, si vous faites de l'enseignement, etc., etc. Portez aussi à votre attention qu'on a des groupes de discussion le midi qui ressemblent au modèle éco, là, mais qui sont un peu plus de type drop-in. Venez si vous pouvez amener vos cas, c'est juste 1 heure. Et on a des discussions cliniques, des discussions sur les relations thérapeutiques difficiles et aussi des discussions pour les gestionnaires pour s'échanger le développement de nouvelles pratiques là, en dépendance, en itinérance. Alors, sans plus tarder, allons-y directement là, sur le cœur du sujet. On va faire vraiment juste un survol pour vous mettre l'eau à la bouche, puis que vous voyez peut-être ce qui peut être intéressant pour vous, pour la suite et vos équipes, sur ce que c'est l'approche tenant compte des traumatismes et de la violence que je vais appeler par son petit surnom à partir de maintenant ATTV. Que vous compreniez aussi dans nos interventions cliniques comment ça peut se manifester et vous présenter certains concepts incontournables qui viennent là, de la TTV, dont la fenêtre de tolérance et la zone fabuleuse que certains d'entre vous connaissez déjà. Quand on fait de l'enseignement sur le trauma, on essaye aussi d'incarner cette approche-là tout le temps. Et donc, il y a beaucoup dans le trauma la différence entre l'intention, qui, j'espère, est toujours bonne quand on fait des choses, versus comment c'est reçu. C'est pas parce qu'on a une bonne intention que c'est bien reçu ou que ça ne touche pas dans des blessures. Et on fait même ce warning-là, dans ce trigger warning-là, en début de toutes nos présentations. Des fois, juste parler du trauma, ça peut le faire revivre en nous. On travaille dans des climats vraiment difficiles, donc j'ai le souci aussi que vous preniez soin de vous dans cet exposé-là. Que vous m'excusiez à l'avance si jamais, sans le vouloir, malgré mes bonnes intentions, je pile sur des ondes sensibles ou si je dis des choses qui vous heurtent. Et donc, n'hésitez pas à m'en faire part, me faire un retour et aussi toujours faire ce qui est bon pour vous. Il y a quelque chose dans la TTV qui est aussi un positionnement clinique où on est là pour accompagner, soutenir, mais pas savoir mieux que l'autre. Donc, je dis toujours, j'ai zéro la prétention de détenir la vérité. Donc, on est dans des invitations et c'est toujours la personne
qui reçoit les soins en soins qui est la mieux placée pour savoir ce qui est bien pour elle et ce qui résonne vraiment pour elle. Alors, en ce moment, c'est vous, ma personne, qui reçoit les soins. Donc, vous êtes la mieux placée pour savoir ce qui résonne vraiment pour vous dans ce qui va être dit aujourd'hui. Alors, comme vous le voyez un peu, puis j'ai déjà commencé à le faire, l'approche tenant compte des traumatismes, c'est pas un manuel d'intervention, c'est quasiment une philosophie d'intervention, ou en tout cas une certaine boussole où on est dans vraiment prendre conscience de notre impact sur l'autre. Une approche de délicatesse, d'avoir le souhait de prendre soin, puis de ne pas attendre qu'on nous demande de prendre soin ou de ne pas attendre de savoir qu'il y a un traumatisme pour faire comme si c'était là, chez nos patients et entre nous, et chez nous-mêmes et dans nos équipes. Donc, c'est pour tout le monde cette approche-là. Vraiment cette différence-là que je mentionnais entre l'intention et l'impact et de sortir aussi de qu'est-ce qui ne va pas avec cette personne-là, à pourquoi il fait ça, pourquoi il n'est pas motivé, à qu'est-ce qui a bien pu se passer chez cette personne-là pour qu'il y ait cette présentation-là ici et maintenant. Donc, vraiment un shift philosophique. Qu'est-ce qu'on entend par un traumatisme? Là, il y a plein de définitions. Celle qu'on a retenue là, dans le cadre de nos travaux, c'est une réponse physique, émotionnelle et psychologique à un événement ou une série d'événements qui a dépassé les capacités d'une personne à y faire face et qui laisse des empreintes durables sur le cerveau, le corps et le bien-être de cette personne. Autrement dit, on aurait voulu s'enfuir, puis on n'a pas pu. On était pognés là pour diverses raisons. Habituellement, on était jeunes, mais pas toujours. Et euh, on aurait voulu que les choses soient autrement, mais elles ne le peuvent pas. Et souvent, quand ça arrive en très jeune âge, ça va affecter le cerveau, même ça va faire en sorte que notre fonctionnement va être, notre imprint neurologique va faire en sorte que ces mécanismes-là vont ressurgir dans la quotidienneté, voire même dans les relations thérapeutiques. Donc, le traumatisme, c'est un événement qui induit une expérience spécifique dans un individu spécifique et qui va donc générer des effets propres à la personne. On dit ça parce que il n'y a pas de jugement sur l'intensité de l'événement. C'est pas juste un événement puis qu'on dit ah ouais mais dans le fond il n'aurait pas dû être traumatisé, c'était pas si pire finalement ses parents ils n'étaient pas si abuseurs que ça. C'est pas juste l'événement, c'est ça se dépose dans quel terreau, quel terrain et qu'est-ce que ça induit chez cette personne-là spécifique. Puis le traumatisme, c'est pas l'événement. Le traumatisme, c'est pas ce qui nous arrive, c'est ce qui se passe en nous à la suite de qu'est-ce qui est arrivé. Et c'est de ça dont on va vouloir s'occuper. On a essayé aussi de vous modéliser le traumatisme pour que vous puissiez faire des liens avec divers autres mots que vous allez entendre, pardon, dont le PTSD, là, le trouble de stress post-traumatique, qui est un diagnostic du DSM-5 avec des critères très, très francs. Et d'habitude, effectivement, ce sont des événements majeurs où la personne a l'impression que sa vie est en danger et ça induit une myriade de symptômes de reviviscence, d'hypervigilance dans le bout du spectre. Dans l'autre bout à gauche, vous avez toute la littérature sur les Adverse Childhood Events, donc les expériences négatives de l'enfance qui vont de la maltraitance à la négligence, aux difficultés familiales. Vous verrez se rajouter à travers les années aussi le bullying à l'école, la pauvreté dans les expériences négatives de l'enfance. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est presque linéaire. Plus on a des expériences négatives de l'enfance, plus les risques de développer des enjeux de dépendance et de santé mentale sont élevés. Donc, on voit que c'est des micro-traumatismes, des petits T qu'on a mis ici versus des grands T. Puis peut-être qu'on devrait changer. Le mot traumatisme, je trouve, en tout cas en médecine, induit certainement des biais où on a l'impression que c'est grand, que c'est flash, que ça doit être catastrophe naturelle, viol, que c'est des affaires très, très fortes. Mais dans l'approche tenant compte des traumatismes, il y a aussi
tous les petits T qu'on devrait peut-être appeler des cicatrices, qu'on développe à travers notre développement relationnel dans l'enfance et qui vont faire en sorte que ces cicatrices-là vont être remises en tension dans les relations au quotidien et dans nos relations thérapeutiques. Alors, c'est vrai pour nos patients, mais c'est vrai pour nous aussi, et il y a ça dans l'approche tenant compte des traumatismes. Vous, c'est quoi vos blessures relationnelles développementales? On en a tous, ça fait partie du développement humain. J'espère que vous en avez le moins possible. Mais il y a quand même ça dans la réflexion de la TTV de dire, moi, j'arrive avec quel bagage relationnel? C'est quoi mes zones où c'est difficile? C'est quoi les patients qui viennent me chercher et pourquoi? Pour en prendre conscience, pour tenter d'atténuer le plus possible l'impact de ces blessures-là qu'on pourrait avoir quand on est dans l'interaction avec les patients. Et c'est souvent, quand vous allez avoir des patients difficiles, sur ces cicatrices-là qui vont peser. Alors, plus on prend soin de nos cicatrices, plus on les voit aller quand elles veulent s'activer dans l'intervention. Vous voyez le concept de violence aussi dans la TTV qui, lui, oui, nous invite à parler des violences qui peuvent être vécues actuellement dans la vie de la personne et qui sont, ma foi, surreprésentées là, dans les personnes dont on parle aujourd'hui. Mais il y a aussi dans la TTV une vision systémique. On n'est pas juste dans une responsabilité individuelle d'un individu, on est dans une vision sociétale où on n'a pas tous les mêmes privilèges et plus on vit avec des vulnérabilités, plus c'est difficile de faire son chemin pour se sortir de la pauvreté, de la maladie, etc., etc. Donc, on a refait la roue de la violence, qui est un concept historique, pour y rajouter, entre autres, les substances psychoactives et le logement qui, ben, vous pouvez voir vraiment là, cet enjeu-là. Si vous consommez des substances psychoactives légales, ben, vous n'avez pas les mêmes enjeux ni les mêmes préjugés que si vous avez de la consommation de substances illégales versus si vous avez un trouble avéré de l'usage. Donc, c'est juste pour montrer comment on n'est pas tous égaux dans la société et qu'il y a des croyances culturelles et historiques qui font en sorte que on n'a pas tous les mêmes facilités à naviguer le système. Et donc, on descend un peu plus dans l'impact. J'aime bien cette, diapo-là et l'approche de la TTV a expliqué beaucoup de choses aussi que je sentais intuitivement chez mes patients depuis des années. Les traumatismes, les blessures répétées dans la confiance du lien, dans la peur d'être abandonné ou le sentiment on n'en fait jamais assez comme enfant, vont résulter dans des patterns cérébraux qui, la bonne nouvelle, sont modifiables avec le temps, l'expérience, des relations positives, mais qui, je trouve, nous aident aussi à mieux comprendre certaines choses qu'on voit chez nos patients. La première chose que les traumatismes vont faire, c'est qu'ils vont rendre la zone de l'amygdale hyperactive. L'amygdale, là, évidemment, je caricature, là, vous m'excuserez, c'est notre détecteur de fumée à l'interne, à quel point on est vigilant, puis à quel point on se sent en sécurité dans des environnements X, Y, Z. Les patients avec beaucoup de traumatisme vont vraiment avoir l'amygdale à high, entre guillemets. Ce que je veux dire par là, c'est que ils vont toujours être un petit peu hyper vigilants par rapport au risque de danger. Et leur amygdale va capter des signaux qui se rapprochent des signaux d'antan comme un signal d'alarme, alors que d'un point de vue extérieur, ça n'a pas rapport. Comment ça se fait que la personne s'active? Alors, pour vous donner un exemple, une voix d'homme grave, ben, si mon agresseur dans le temps, ou un homme, point, était un homme, ça se pourrait que mon cerveau capte tous les signes comme un danger potentiel. Mais voyez-le là, dans une perspective même de relation thérapeutique. Tu me dis non. Tu me dis que je ne peux plus recevoir des services ici. Ben là, le cerveau capte un signal d'abandon qui, dans le temps, était un signal dangereux quand j'étais petit enfant. Donc,
une altercation. Voyez-vous, il y a des gens qui ne peuvent pas tolérer la chicane, l'altercation. Le cerveau interprète un danger disproportionné. Donc, c'est ça que ça fait une amygdale à air. L'hippocampe est le centre du triage entre ça, c'est un événement passé et ça, c'est un événement présent qui est capable habituellement de discriminer et de classer. On voit une espèce d'imbroglio dans le cerveau des gens qui ont eu des traumatismes, à savoir des fois même se rappeler l'information, se rappeler les épisodes. Dans le passé, c'est comme si le cerveau a des fois aggloméré, voire même supprimé. Mais quand vient une insulte dans le quotidien, le cerveau a de la misère à faire la différence entre t'es pas en danger maintenant. Il n'y en a pas d'agression, il n'y en a pas de danger d'abandon, il n'y en a pas de danger de mort. C'est comme si l'enchevêtrement entre le passé et le présent est encore là et c'est souvent ça qu'on va vouloir faire en traitement spécifique du trauma. Reclasser l'information dans le cerveau entre ça, c'est fini. Tu n'es plus en danger maintenant, tu es en sécurité. Et le cortex préfrontal, qui est aussi un cortex qui peut être diminué chez nos patients qui font de l'utilisation de substances, qui est la capacité à inhiber l'impulsivité. Donc, des patients qui vont paniquer à cause de leur amygdale à aide dans leur difficulté à discriminer entre maintenant et le passé et qui vont agir, sortir, faire un outburst de colère, donc une difficulté à s'inhiber alors qu'on sait que ça n'a peut-être pas mené, mais les choses peuvent partir plus facilement. Et tout ça nous mène donc à l'explication très importante en ATTV de la fenêtre de tolérance, que vous connaissez sûrement déjà. C'est un outil qu'on utilise beaucoup pour faire de l'enseignement aux patients. Maintenant, je l'enseigne presque systématiquement à mes patients pour qu'ils apprennent à se repérer, à voir qu'est-ce qui les déclenche. Mais c'est un outil qu'on peut beaucoup utiliser comme intervenant aussi pour voir moi, je suis où là. Et si vous prenez ces habitudes-là de vous auto-observer pendant vos interventions, vous allez voir que nous aussi, on bouge et que les patients tannants nous font bouger dans notre fenêtre de tolérance. L'idéal, c'est de se donner des moyens de rester en équilibre émotionnel. Puis d'ailleurs, la fenêtre de tolérance, c'est bon à la maison aussi avec vos conjoints, vos conjointes et vos adolescents. Vous l'essayerez à la maison. Quand on a eu beaucoup de traumatismes, cette fenêtre-là où on reste réceptif, disponible, même si la conversation est dure, même si on se fait dire que c'était pas bien ce qu'on a fait, que l'autre n'a pas aimé ça, on est disponible pour accueillir ça sans se dysréguler. Plus on est traumatisé, plus cette fenêtre-là est mince et vous allez voir, les gens partent très facilement vers le haut, vers le bas. Donc, vers le haut, vous êtes habitué, vous le connaissez, fight, flight, les patients deviennent anxieux, colériques. Il y a beaucoup de signes objectivables dans le bureau de ça. Là où on va s'en faire passer, c'est la sous-activation émotionnelle, qui est un peu plus, je suis pognée dans le fond d'une cave, il y a un ours devant moi, je ne peux pas m'enfuir, je ne vais pas m'essayer de le battre, je vais faire le mort, ou je vais geler là. Donc, freeze, fawn, fin de la mort. Et on a beaucoup ça en itinérant, des gens qui sont sous-activés, ils passent sous le radar dans les refuges, ils ne dérangent pas, ils ne sont pas en colère, ils ne sont pas agités, mais ils sont dissociés. Ils sont vraiment indifférents, détachés, apathiques. Plus difficile de remonter ces gens-là vers le haut. Et c'est le genre de patient qui, quand vous allez trop pousser en intervention, ne sera plus capable et avec qui vous allez obtenir bien plus d'informations quand vous allez marcher dehors et fumer une cigarette avec. Les patients qui gagnent à avoir des animaux d'accompagnement avec eux, etc., etc. Et tout ça pour dire que, ben, si vous travaillez en dépendance par en itinérance de facto, vous êtes dans un bassin où le trauma fait partie de l'histoire des gens. Comment on fait pour ne pas retraumatiser sans le vouloir ces gens-là? La retraumatisation, c'est toute situation où une personne ne se sent pas en contrôle, où elle se sent soumise à des forces extérieures sans qu'on prenne en compte son vécu particulier et que ça peut rappeler, dans le fond, les core components, les éléments clés du trauma qui sont une situation d'impuissance face à un pouvoir extérieur. Voyez-vous comment c'est l'ensemble du réseau de la santé qu'on décrit là. Alors, donner des choix, permettre à la personne d'aller à son rythme, adapter les interventions aux besoins spécifiques au lieu de faire du one size fits all.
parce que dans notre système, il y a vraiment beaucoup d'endroits qui peuvent blesser les étiquettes, répéter son histoire, devoir dire des éléments très précocement de son passé, alors que souvent on va même rien faire avec ça. Euh, des pratiques coercitives, des barrières, pas de choix de traitement, des relations très paternalistes. Euh, les patients qui ont l'amygdale à high réagissent très mal aux masques. Ce que je veux dire par là, c'est que comme ils sont très, très hypervigilants, ils vont comme voir quand la personne n'est pas transparente. Alors, souvent, quand je fais des présentations sur les patients difficiles, j'explique à quel point on gagne à être authentique et transparent avec ces patients-là, même si ça veut dire que vous trouvez ça vraiment difficile et que vous ne savez pas quoi faire. Évidemment, il y a une manière de le dire, mais il y a un souci particulier à, si vous êtes en train de penser quelque chose puis de vivre quelque chose, probablement que votre patient le sait déjà et le sent déjà. Donc, tous ces masques-là qu'on a appris à mettre dans le réseau peuvent vraiment être difficiles et à faire en sorte que la personne n'est pas sûre si elle a accès à la totalité de l'information. Euh, Tout le langage qu'on peut utiliser sans s'en rendre compte aussi, puis l'impression de nos patients de ne pas toujours être vus et entendus dans notre réseau. Ça entraîne mille et une conséquences physiques, émotionnelles, interpersonnelles, comportementales. On voit aussi beaucoup là, de nos troubles de personnalité qui s'expliquent dans une lunette de traumatisme et tout le volet aussi plus spirituel, là, pas dans le sens religieux du terme, mais dans le sens de pas sentir de sentir qu'on est différent, qu'il n'y a pas de sens à la vie, de pas être au clair dans sa valeur personnelle. Euh, et donc, il y a quatre grandes clés de voûte, quatre grands principes de cette approche-là pour faire en sorte de la rendre disponible selon euh, les meilleures pratiques. La première, c'est de sensibiliser le personnel et les personnes qui utilisent les services au fait que les traumatismes sont là dans notre clientèle, même si la personne ne les révèle pas. Fait qu'on fait comme un a priori, puis on fait de la prévention euh, c'est là, non seulement chez nos patients, mais c'est là dans nous qui intervenons, ou même si on arrive au travail puis qu'on a la chance d'arriver avec très peu de traumatisme, ne serait-ce que ce qu'on voit dans notre quotidien, la lourdeur de la clientèle, la crise des surdoses, la détresse morale que ça entraîne, vont finir par en générer chez nous. Donc, de dire, ben, il faut qu'on sache que c'est là, il faut qu'on sache que c'est omniprésent. Et en deux, on veut la sécurité émotionnelle et physique de tout le monde au sein de nos services. Donc, de réfléchir dans une approche, pas juste la sécurité physique, là, la sécurité émotionnelle, qui est un petit peu plus compliquée, celle de nos patients et la nôtre. Comment en équipe, comment comme individu, je me sens prise en compte, je me sens bien dans mon travail et comment mes patients peuvent se sentir bien de venir chez nous, de créer des espaces de collaboration et d'autonomie décisionnelle. On va vraiment vouloir donner du contrôle aux patients dans les endroits qui sont contrôlables, donner des choix, se positionner en soutien au lieu de faire à la place d'eux. Et c'est aussi une approche qui contraste beaucoup avec la médecine, où on se concentre beaucoup sur ce qui ne va pas, où on se concentre sur les forces et la résilience des personnes. Et donc, au lieu, par exemple, tu sais, en dépendance, on fait beaucoup ça, combien tu as consommé, les rechutes, d'aller vers les forces, la lumière, ce qui va bien, puis de faire pousser les fleurs, puis de se concentrer sur les fleurs au lieu de regarder, mettons, les mauvaises herbes, si je peux faire une analogie un petit peu boiteuse. Je voulais vous donner des exemples de comment les mots peuvent participer. Encore une fois, là, ça part toutes de bonnes intentions, mais cette délicatesse-là va même dans le choix des mots. Comment des fois on peut piler sur des blessures en faisant ça. Cette personnalité-là, cette personne-là a un trouble de personnalité. Ça dépend du contexte dans lequel c'est dit là, vous comprenez. Versus, je trouve ça difficile d'accompagner cette personne. Cette personne manque de motivation.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer les barrières d'accès à cette personne? Tu seras exclu de notre service si tu ne te plies pas aux règles. Est-ce qu'on vous a expliqué les règles? Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce qu'il y a des éléments qu'on peut discuter ensemble pour que ça se passe bien pour vous? Y a-t-il des choses qu'il faudrait qu'on mette en place? Si vous n'êtes pas content avec notre proposition, vous pouvez aller voir ailleurs. Est-ce qu'il y a un moyen qu'on trouve un compromis acceptable pour nous deux? Ça ne veut pas dire de tout accepter ou de ne pas exister. Vous devez signer un contrat pour avoir un service avec nous. Voici ce qu'on s'engage à vous offrir. Est-ce qu'on s'attend de votre part? Est-ce que ça vous convient? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez ajouter? Voyez-vous, c'est subtil, mais on est dans des dynamiques collaboratives et de donner aussi de l'espace à l'autre pour exister, sans nier qu'il y a des règles et qu'on a des besoins aussi, nous, dans l'intervention. Fait que voyez-vous, l'application de cette approche-là, elle existe à plusieurs niveaux. Et à cet égard, on a fait d'ailleurs des webinaires pour chacun de ces endroits-là. Je vais commencer par l'extérieur. Comme organisation, comme CIUS, comme hôpital, comme GMF, comme équipe d'intervention, on peut avoir un souci de comment on va organiser nos services pour être trauma-friendly, si je peux le dire ainsi. Je vais vous donner un exemple de question que j'ai trouvé magnifique, qu'on peut mettre quand on engage un nouvel employé, de poser la question à l'employé, en quoi tu ressembles aux personnes pour lesquelles tu vas œuvrer. Donc, il y a une myriade de choses, comment on dispose notre environnement. Est-ce que les consignes sont claires? Est-ce que les consignes sont dans les langues majeures? Est-ce que quelqu'un qui ne sait pas lire va pouvoir se retrouver? Donc, tout ce souci-là d'adaptation de l'organisation, les politiques institutionnelles, est-ce que les gens se sentent bienvenus? Est-ce qu'on a une charte pour les personnes qui consomment, une charte LGBT, etc. Donc, dans notre boîte, dans notre équipe, comment on va se ramener ensemble, comment on va prendre soin les uns des autres, comment on va s'assurer, étant donné le travail difficile qu'on fait, qu'on se garde dans un endroit où, malgré la lourdeur, on va rester aligné, on va rester... Pourquoi on fait ce travail-là? Pour qui? C'est quoi nos objectifs? Puis qu'est-ce qu'on va faire quand un des nôtres commence à fatiguer, à être usé? Comment on va prendre soin? Dans ma pratique, avec l'autre personne devant moi, avec mon patient, comment je vais attraper les signaux que ce patient-là est en train de se dysréguler dans sa fenêtre de tolérance? Comment je vais gérer les relations difficiles avec une lunette d'ATTV? Comment je vais gérer l'impuissance qu'on vit au quotidien? Et comment je vais prendre soin de moi-même dans des contextes où on a peu de ressources, on travaille fort, on voit des choses qui n'ont pas de bon sens. Qu'est-ce que je vais faire, moi, avec moi-même, pour prendre soin de mes limites, pour prendre soin de moi, pour rester soignant dans, disons-nous-le, un travail qui est difficile. Donc, c'est ça un peu la vision, avec des grands concepts transversaux. Plus on s'observe dans nos relations avec nous-mêmes, dans qu'est-ce qu'on pense, dans qu'est-ce qu'on sent, plus qu'on muscle notre muscle de la conscience, plus on voit ces choses-là, puis plus ça prévient burn-out ou intervention qui aura peut-être été mal pris par le patient. On est vraiment dans un positionnement d'allié avec le patient où on veut pousser sur ses forces et sa résilience. Puis, dans la TTV, vous le voyez, j'arrête pas de faire des parallèles. On parle des patients, mais on parle des intervenants tout le temps. Parce que, ben, on est tous des humains, puis on est pas mal fait sur le même frame. Donc, il y a quelque chose de vraiment unifiant dans cette approche-là qui est vraiment chouette, où tout ce que je vais vous dire pour les patients, ça vaut pour vous et vice-versa. Mais il y a quand même, puis là, je n'aurai pas le temps d'aller trop longtemps là-dessus, mais le danger qu'on fait beaucoup, beaucoup en intervention, incluant pour nous, là, mais pour nos patients, de mettre tout le temps la responsabilité sur les individus. Et il y a quand même ce concept-là, entre autres autour du trauma vicariant qu'on peut vivre, que les traumas qu'on vit dans notre travail, c'est souvent beaucoup plus des structures qui sont oppressives et qui ne nous donnent pas les ressources et les pratiques et les outils
pour répondre adéquatement à tout ce qu'on voit de souffrance et d'atteinte à la dignité. Et c'est ça qui use dans notre travail souvent. Fait faut quand même leur dire, parce qu'on met beaucoup, beaucoup d'énergie sur notre travail individuel, alors que sociétalement, bien, vous le savez comme moi, la lourdeur du stigma, le manque de ressources, de budget, alors qu'il faut continuer aussi à lutter dans ces enjeux-là qui sont un peu plus macro. Et donc, je termine, juste me checker pour pas trop... voilà, ok, je crois. J'ai presque fini. En vous présentant donc le dernier grand concept là, de cette approche-là pour aujourd'hui, qui est pas un concept qui vient directement de la TTV, mais qui rentre via une littérature là, de Vicki Reynolds, qui est une activiste et une travailleuse sociale au BC, qui a fait beaucoup de choses en dépendance, entre autres, qui parle de zone of fabulousness. Donc, on est ici dans une réflexion sur, au lieu de la distance thérapeutique là, qu'on a beaucoup appris, comment on va rester dans une juste proximité par rapport à nos usagers qui, disons-nous-le, vous voyez le triangle de Cartman en haut à droite, induit souvent des dynamiques relationnelles très polarisées. Non seulement ça induit des dynamiques polarisées entre nous et le patient, mais ça va polariser l'équipe souvent. Et donc, de repérer ces endroits-là pour être sûr qu'on ne tombe pas dans la fusion avec le patient où on va être trop proche, on va vouloir à sa place, on va essayer, on va mettre des affaires en place, on va quasiment porter le patient sur nos épaules versus l'autre bout du spectre à gauche où on va devenir épuisé de certains patients, on est tanné, on est déconnecté et on devient très négatif, très cynique et on va devenir très centré sur la tâche. Donc, on fait pas ça ici, on a toujours fait ça comme ça. Et là, c'est comme si la machine a préséance sur les besoins du patient quand on est complètement à gauche. Et tout ça ici, c'est l'objectif vraiment, encore une fois, d'être conscient puis de se repérer individuellement, mais même de se soutenir comme équipe. C'est pas juste une responsabilité individuelle, c'est une responsabilité d'équipe de rester dans une zone d'intervention en sachant la complexité dans laquelle on intervient, où on reste aligné, fabuleux. Ça ne veut pas dire que le patient arrête de consommer ou retourne en logement. C'est pas tant des objectifs thérapeutiques ici que où est-ce qu'on se situe dans l'intervention. Et de voir, ben moi, de quoi j'ai l'air, à quoi je pense, mes émotions, mes réactions, mes attitudes quand je suis en train de glisser vers oh, ce patient-là, quand il voudra s'aider, il viendra nous voir. La gauche, versus de quoi j'ai l'air quand je suis en feu, je suis la seule de l'équipe qui travaille pour ce patient-là, tout le reste de mon équipe est à bout, me trouve bien trop intense. Donc, de quoi j'ai l'air quand je glisse un peu plus dans la fusion relationnelle avec certains patients et de se garder dans cette zone-là qui prévient la fatigue, le burn-out, pour pas qu'on laisse nos gens glisser parce qu'on les voit. Quand on glisse, quand on a des collègues qui glissent, on les voit. Donc, comment on peut être responsable, pas juste individuellement, mais en équipe, de se le dire, de quelle façon on va se le dire, comment on va se ramener collectivement dans une zone fabuleuse, parce que on a un travail qui induit beaucoup de noirceur, ne serait-ce que les décès répétés de nos patients par surdose, les incarcérations répétées, les abus des droits humains. Donc, comment on va aussi développer des pratiques qui nous gardent vivants parce qu'on a un travail qui est lourd. Et donc, si vous voulez aller plus loin dans cette notion-là, il y a un article là, qui est en anglais, on est en train de le traduire, là, que je vous invite à lire, qui est quelques pages sur la zone fabuleuse. Et je termine en vous disant qu'on a fait là, des webinaires d'1 heure et demie, si c'est pas plus, 1 heure et demie, sur chacun de ces volets-là qui sont disponibles en ligne sur le site de l'ISCODI si vous voulez en savoir plus. On s'en vient là, dans les prochains mois vers la deuxième année de notre approche à TTV. On vous proposera aussi d'autres formations, soutien, mais d'ici là, si vous avez des questions et des besoins pour vos équipes, faites-nous coucou ou venez nous voir aux discussions sur les relations thérapeutiques où on intègre beaucoup là, des éléments de la TTV dans chacune de ces discussions-là du midi. Alors, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez besoin de